Il est mis dans mon séminaire. Ben oui. C'est un petit Bernard, ça. C'est un petit Bernard dans un sens que il grandit. C'est un type qui est sensible, c'est un type qui est insécure, c'est un type qui vit un grand mouvement d'esprit et avec le temps, les années, il en arrivera à centrer son énergie. Donc, Les petits Bernards, là, il y a Claude Bohémier aussi qui est un petit Bernard. Claude Bohémier, c'est un petit Bernard. Bon, ça fait aussi. Oui, mais c'est Claude Bohémier. Daniel Kemp, c'est un petit Bernard qui a commencé à parler plusieurs années après que Bernard ait parlé de cette façon-là de supramental, de conscience. Oui, mais la conscience supramentale se manifeste d'une certaine façon, donc elle est universelle. Que vous soyez aux Indes, en Amérique du Sud, la conscience supramentale se manifestera toujours dans une même modalité. Mais donc le problème n'est pas avec le rapprochement des termes. Le problème est avec la personnification égoïque de cette science vibratoire. Il est là le problème. Ce n'est pas... Il est évident qu'on parle de vibration, on parle de conscience créative, on parle de conscience créative. Comment on la définit, la vibration? Comment on la définit, la conscience vibrative? Comment on définit l'ego, l'astral, le mental? Ça dépend de la vibration de chacun. Et c'est là que nous pourrions ajuster la vibration de ces gens-là. Autrement dit, si ces gens-là se rencontreraient ensemble et que nous parlions, disons, je ne sais pas moi, du phénomène extraterrestre que vous aimez, bon, nous pourrions le parler en fonction de leur vibration, nous pourrions ajuster leur vibration, autrement dit, nous pourrions perfectionner la forme pour faire sortir de cette forme un plus grand entendement qui déjà serait bien reçu par eux parce que il fait déjà partie de leur savoir, mais qui est voilé. Mais si les hommes ne se rencontrent pas, vous savez une chose, jamais un homme ne pourra supporter seul la totalité de la science du mental. La science du mental, elle passera par des centaines de cerveaux, par des centaines de radios. Chacun a sa fréquence, mais chacun harmonisé universellement. Donc, si un radio n'est pas suffisamment ajusté parce qu'il n'y a pas suffisamment de compréhension, il n'y a pas suffisamment de dépassement des voiles, il y a, pour quelque raison que ce soit, à ce moment-là, dans un colloque qui représente une certaine neutralité de conscience créative, ce cerveau peut dire, j'avais pas vu ça, ou j'avais pas vu ça, ou j'avais pas vu ça, ou j'avais pas vu ça. Mais à partir de tout ce mouvement créatif qui constate, il faut qu'il y ait de la transparence. Moi, je suis suffisamment transparent pour m'adonner avec tout le monde. Donc, il n'y a pas de problème de parler avec le monde. Mais ces gens-là ont une valeur créative qui doit être amenée à communiquer avec toutes les autres valeurs créatives pour que, au cours des générations, cette conscience supramentale, ou tout ce qui peut en sortir, qui n'a pas été dit, puisse servir une majorité d'individus, une grande masse d'individus. Bernard est resté, je dirais, le globaliste très généraliste. Dans les petits Bernard, je prends Daniel Kemp en exemple, lui s'est spécialisé sur l'éducation des enfants qu'il appelle les enfants velcro. Teflon. Oui, c'est ça. Velcro, c'est pas vrai. C'est les anciens enfants, ça. Mais Bernard, est-ce qu'il va rester le globaliste, le généraliste? Oui, je resterai toujours généraliste parce que pour moi, me spécialiser dans un domaine, c'est un monde. Si j'allais dans la direction de l'éducation des enfants, c'est un monde qui est tellement vaste que je ne pourrais pas faire le reste. Donc, il y a des gens... Est-ce qu'on pourrait recevoir Bernard, une table ronde avec Daniel Kemp, un éducateur qui est directeur d'une commission scolaire, qui a des idées, qui a des visions futuristes ou qui a des visions... Ça pourrait être une table ronde intéressante. C'est parce que j'essaie de booker mes dimanches là, avec lui là, pour voir les tables rondes, qu'est-ce qu'on mettrait autour de lui. Tout ceci fait partie des possibilités. Mais remarquez une chose, que je ne suis plus disponible comme avant parce que je dois m'occuper de ce qui se passe en dehors du pays. Mais effectivement, ces choses devraient être faites, mais ils doivent être faits dans un grand esprit. S'ils ne sont pas faits dans un grand esprit, je ne le ferai pas. Et je suis suffisamment télépathe pour savoir si ceux qui viennent à votre table, même si je ne les ai pas revus, ils ont un grand esprit.
Il ne doit pas y avoir ni d'orgueil, ni de compétition, ni Non, il doit y avoir de la simplicité entre les hommes, de l'échange créatif. Vous, quand vous parlez, vous dites quelque chose. Je regarde ce que vous dites. Moi, je parle, vous regardez ce que je dis. C'est comme ça que nous avons pu, pendant des années, travailler ensemble. Parce que le fondamental de toute communication, c'est le respect de ce que l'autre sait. Ce n'est pas parce que moi, je suis Bernard de Montréal que l'autre n'est pas son propre véhicule. Nous avons différentes fonctions créatives, mais elles sont tous universelles et ils vont tous dans la même direction à long terme. Mais il faut qu'il y ait du respect intégral de l'autre. Il faut avoir de l'écoute, il faut avoir de la parole. Donc, il faut avoir un minimum d'orgueil. Effectivement, s'il y a de l'orgueil, d'ailleurs, je ne me présenterai pas s'il y avait de l'orgueil parce que je ne veux pas mettre personne en boîte. Je ne veux pas créer de choc. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux pour moi ne pas être là. Mais s'il y a de la belle intelligence, de l'esprit, qui se spécialise dans un domaine, un autre domaine, un autre domaine, un autre domaine, il y aura un courant souterrain qui pourra lier tout ça. Et ça ferait partie d'un nouveau plan d'évolution de la parole éducatrice, ésotérique et occulte que nous avons le plaisir d'avoir dans la province de Québec. Mais il y a des conditions, et ces conditions, elles doivent être absolues, elles ne peuvent pas être relatives. C'est comme ça que ça fonctionne. La conscience créative ne plie pas à l'astral. Elle est anti-astrale. Elle voit l'astral. Elle est consciente de l'astral. La conscience créative se lie facilement avec la conscience créative, à quelque niveau qu'elle soit. Quelque niveau que. Même si moi je suis très sérieux, je me suis lié très facilement avec vous qui êtes un glaineux. Ouais? Parce qu'il y a une conscience créative. Donc, la conscience créative va derrière la forme. Mais s'il y a de l'orgueil, on n'a pas tout à fait les mêmes règles du jeu. Moi, je donnerai un exemple. Là, ici, devant tout le monde qui est dans la salle, je dirais, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est vraiment là, très compétent dans un domaine, spécialisé? Puis je l'invite à venir ici en avant pour que je vais faire l'habimateur. Là. Je vais lui poser 2-3 types de questions qui vont l'aiguillonner. Puis après ça, je demande à Bernard d'embarquer dans la conversation avec ce type-là. Ou cette femme-là. Ça peut être une femme aussi. Je sais bien que les gens qui sont venus ici, c'est surtout pour écouter Bernard. Ils n'ont pas prévu que je les lancerai là-dessus. Mais devant ça, je ne sais pas comment Bernard réagirait, parce qu'en général, Bernard, lorsqu'on fait des conférences, il n'aime pas du tout qu'on en arrive à une période de questions avec le public. Parce qu'il a peur de questions, que la vibration va tomber. Il me dit toujours ça. Puis il a raison. Tu sais, je veux dire, on joue un spectacle ce soir tout en communiquant des idées. Alors, il est virtuose, puis j'essaie d'être le chef d'orchestre. Mais si il arrive quelqu'un qui fausse, puis embarque avec son instrument de musique dans l'orchestre, puis qui fausse, toute la soirée tombe à cause d'une intervention qui détonnerait, si on veut. Mais là, je me demande si ça vaut pas la peine d'essayer, parce qu'on est dans notre dernière rencontre avec le public, là. Y a-t-il quelqu'un qui est, je sais pas moi, en médecine, en architecture, en dentisterie, en alimentation? Je donne une occasion pour voir aussi avec Bernard comment ça marcherait. Moi, je vais te dire, Bernard, je suis tellement glaineux que je m'inquiète jamais des situations. Je me sors de toutes les situations inimaginables, les plus invraisemblables, avec les situations les pires, les plus cocasses des fois. J'ai pas peur des événements. J'ai pas peur à cause de mon ego, peut-être. Qui arrive ici, n'importe quoi, je vais m'arranger avec. Je fais une émission à ligne ouverte. Y a-t-il quelque chose de plus dangereux qu'une ligne ouverte? On dit, on ouvre la cage des lions. Parce qu'on ne sait pas qui va appeler, qu'est-ce qui va arriver au bout de la ligne. Là, je lance une invitation, puis je sais pas, il y a peut-être quelqu'un, comme tu disais, qui a besoin d'écoute, là, puis qui sort d'un centre psychiatrique, qui va lever la main en disant « Moi, je veux parler ». Ça peut arriver. Et pourquoi pas? T'es au-dessus de ça, j'allais dire. On est au-dessus de ça. Ça, oui, mais ça fait partie de votre travail. Vous savez, moi, je
Je suis arrivé à un point dans ma vie où j'ai besoin du calme, de l'échange, le plaisir. J'ai besoin Mais il faut savoir de patiner. vivre. Moi, à Québec, j'en ai un des fois qui est capoté. Je patine avec des gens comme vous. Ce n'est pas avec les gens dans le public que je suis intéressé à patiner. Ça ne patine pas assez vite. C'est avec des gens comme vous que je patine. Parce que en patinant avec vous, à ce moment-là, nous pouvons créer une chorégraphie. Il y a effectivement des gens dans le public avec lesquels on pourrait patiner, mais il n'y a pas de continuité. Ce serait un mouvement A. Et à moins que ce soit des gens vraiment... À moins que ce soit des gens qui soient intelligents. J'ai déjà répondu. Moi, j'en connais dans la salle, là, puis ils sont intelligents. Il y en a que je reconnais, là. Non, quand je dis... Ce serait le bout. Ouais. À moins que ce soit des gens intelligents, je ne dis pas que les gens ne sont pas intelligents, mais je dis que... Bon, je vais vous donner un exemple. J'ai répondu dans le passé, dans le public, à des questions intelligentes, et avec plaisir. Et j'ai répondu aussi dans le public où je n'ai pas répondu à des questions qui font partie d'une sorte de besoin de l'ego de se prouver. Ça, c'est comme le type qui fait la lutte ou qui est une star à la télévision. Quand il entre dans un restaurant et qu'il rencontre un autre type qui fait la lutte, on veut le tester pour voir s'il va bien. Les gens qui sont dans le public vivent ça. Et moi, je ne suis pas intéressé à ça. Je ne suis pas intéressé. On comprend bien, là? Ça a du sens. Parce que j'ai trop à dire qu'il soit sérieux, valable. J'ai trop à communiquer avec l'homme en tant qu'esprit. J'aime communiquer avec l'homme dans son esprit. Mais je ne suis pas intéressé à vivre l'insécurité psychologique d'un ego qui est frustré pour quelques conditions que ce soit dans sa vie. Ça fait partie de son expérience. Je le respecte, ainsi de suite. Mais ça me fatigue. Je perds de l'énergie avec des gens comme ça. Je me souviens que dans les tout débuts, Bernard avait dit « Il faudrait qu'un jour, si quelqu'un veut rejoindre le premier ministre des États-Unis, puisse, en 2-3 coups de téléphone, le rejoindre s'il y a quelque chose d'une importance nationale à lui dire. » Puis aujourd'hui, c'est impossible de rejoindre Bernard. Quelqu'un dans la salle voudrait rejoindre Bernard. Je ne sais pas si en 2-3 coups de téléphone, il pourrait réussir à rejoindre Bernard de Montréal. Il faudrait qu'il appelle Yolande ou Donald Moses, et puis peut-être... Me rejoindre, pourquoi? Pourquoi me rejoindre? À quoi ça va servir à une personne de me rejoindre? Pourquoi me rejoindre? Si je demandais aux gens de lever la main, tous ceux qui auraient eu un jour besoin d'appeler Bernard pour lui demander une affaire ou pour lui dire une affaire. Mais il y a des centaines, il y a des milliers de gens qui auraient je vous donne l'exemple du type qui m'envoie une lettre. C'est parce qu'il était en France, il était loin, que j'ai demandé à la secrétaire d'écrire la lettre. Mais si j'ouvrais mes portes, si j'ouvrais mon téléphone, si vous voulez, à la population, je ne dormirais pas le soir. Parce que les gens, pour toutes sortes de raisons, soit pour la fascination, soit parce que il y a des gens qui m'aiment, par la curiosité, je ne peux pas. Ça, c'est bon pour vous de vous faire réveiller dans la nuit, pas moi. Ça fait partie de votre travail. J'ai mis un répondeur automatique. Bon, alors c'est intelligent, ouais. Okay. On reçoit 200 téléphones par 24 heures. Bon, voilà. 200 téléphones par... Vous imaginez, moi, recevoir 200 téléphones par 24 heures? Je vis sur le toit de la maison avec mon chat. Non, je ne peux pas faire ça. Ou ben non, vous vous achetez un répondeur automatique. Non. Oui, ça règle le problème. Mon travail, c'est de donner une instruction. Ce n'est pas de diagnostiquer le mal de tout le monde. C'est ça mon travail. De donner une instruction, sachant qu'avec le temps, si les gens poursuivent, regardent, se servent de leur intuition, connectent, éventuellement, ils auront les réponses. Mais ce n'est pas à moi. Il y a des gens qui ont la force de faire des diagnostics. Il y a des gens qui ont la force de donner des conseils. Il y a des gens qui ont... Je n'ai plus cette force. Je l'ai eu au début. Maintenant, je ne l'ai plus. C'est un travail. Ceux qui travaillent dans l'infirmerie, ceux qui travaillent dans les agences sociales, ceux qui aident la population savent comment d'énergie ça prend pour travailler près des gens qui ont des problèmes. Donc, mon travail, ce n'est pas d'aider les gens qui ont des problèmes, c'est d'expliquer pourquoi et comment existe la problématique de la conscience humaine. Je crée un blueprint, j'explique un blueprint, ensuite je dis, bon, mais regardez le blueprint, et avec les années, vous en arriverez à comprendre les principes qui font que, bon, votre vie est comme ça ou que votre vie est comme ça. Je ne peux pas.
Est-ce que des séminaires, il y a des gens qui sont sortis de là complètement démolis, déséquilibrés? Non, si on regarde les conséquences des séminaires au cours de toutes ces années, de tous ces gens qui sont venus, je suis très content parce que ils ont permis aux gens, au cours des années, de réaliser beaucoup d'illusions. Mais un séminaire, ce n'est pas facile. Il faut vouloir venir. Vous n'allez pas dans un séminaire parce que votre belle-sœur vous dit ben, « tu devrais y aller ». Il faut vouloir y aller. On ne peut pas aller... Il faut suivre son mouvement. Donc, les séminaires à ce niveau-là ont été généreux pour l'homme. Et je suis content. Mais il fallait être vigilant. Quand j'ai une personne qui vient à mon séminaire et qu'elle me dit « Bon, mais écoutez, M. Bernard, moi, quand je traverse la rue, mon corps astral s'en va de l'autre côté de la rue. Ensuite, je suis obligé d'attendre mon corps physique. » Je ne suis pas intéressé à inviter ces gens dans mon séminaire tout de suite. Parce que je sais que si la personne est dans cette sensibilité, si le corps astral est déséquilibré à ce point où il se disloque comme ça pour qu'elle soit obligée d'attendre que le corps physique arrive pour prendre l'autobus, imaginez-vous ce qui va se produire quand moi je vais expliquer à cette personne-là ce qui se passe au niveau interne. Donc, il faut être très vigilant. Ce qui m'a permis de faire ce que j'ai fait pendant les années, et ça, ce n'est pas dû à moi, ce n'est pas dû à la nobilité de ma personne, c'est dû à la fusion de ma personne. C'est l'absence intégrale d'orgueil. Donc, l'absence d'orgueil permet à l'énergie de passer à travers l'ego, qui devient comme une lentille. Donc, effectivement, tu vois toutes sortes de choses. Tu vois l'homme, tu peux parler de toutes sortes de choses, mais tu es toujours forcé de vivre par rapport à la vibration créative, jamais par rapport à une prise de conscience égoïque. Sinon, tu tombes dans la trappe du pouvoir. Tu te fais des sectes, tu deviens un gourou, tu te lis des gens, et ça, non. Moi, j'ai un groupe dans ma vie, c'est ma famille. C'est ma femme et ma fille. Ça, c'est mon groupe. Ça, c'est ma secte. Et il faut le faire. Plus l'homme sera dans le public, plus il sera adulé du public, plus il sera aimé du public, ou plus il sera respecté du public, plus il devra faire attention de ne pas se laisser astraliser. Et c'est pour ça que j'ai mis des mises en garde pendant des années. Parce que je le connais, le pouvoir de la parole, je le vis. Donc, tu donnes la parole, tu laisses les gens libres. Tu parles, tu instruis, laisse les gens libres à comprendre avec le temps, petit à petit, vivre leur expérience. Ne pas les amener dans ton sein et former autour de ta personne un égrégore qui, éventuellement, va sauter anyway. L'homme qui est le moindrement astralisé ne veut pas supporter le pouvoir. Regardez ce qui se produit avec les évangélistes aux États-Unis. C'est très difficile de supporter le pouvoir. L'homme se laisse astraliser rapidement. Mais l'homme conscient comprendra ceci. Donc, si nous trouvons une formule intéressante pour vous et pour moi, et pour d'autres, nous pourrons poursuivre ce travail, mais je veux le faire avec d'autres cerveaux, échanger avec d'autres cerveaux, des charrons, et ainsi de suite, des gens comme ça. Et ce serait intéressant. Sur d'autres thèmes, sur d'autres thématiques. Oui. Surtout social, vous avez dit tantôt. À tous les niveaux, tout. En disant la science. Tout est intéressant. Bien sûr. Tout est intéressant. En tout cas, les virus, là, on va les mettre sur la table, ça ne sera pas long. Oui. En tout cas, je remercie. C'est une chose que, d'ailleurs, à laquelle je n'avais pas pensé de cesser mes activités aujourd'hui. Mais je remercie le public présent et au large qui sont venus m'écouter pendant des années. Qui continueront à vous écouter. Oui, probablement. À vous suivre. Oui. Il y a les livres, il y aura des émissions, il y aura des
Il y a des phases, on change de phase, on change de phase, on change de phase. Moi, je suis obligé maintenant d'aller dans le monde, sortir du groupuscule humain pour aller dans le monde, dans les structures. Et pour moi, ce sera intéressant. Et pour ces gens, ce sera intéressant. Mais c'est un autre mouvement d'énergie. Je veux amener l'industrie, par exemple, à utiliser les modes de mesure profilométriques basés sur l'astrologie, basés sur la biorhythmie, ou basés sur un autre système que nous sommes en train de développer, pour que une personne dans l'industrie qui reçoit une secrétaire ou qui reçoit quelqu'un qui travaille, dont ils ont besoin pour le travail, puisse avoir une mesure précise de ce que ce bonhomme est capable de faire, de ne pas faire, où sont ses aptitudes les meilleures, mais basée sur la vérification psychique de son potentiel, au lieu d'être basée sur des mesures de comportement social. L'homme rentre dans ton bureau, tu le sais, bang! Il est bon pour ceci, 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 ceci. Il n'est pas bon pour cela. Il est fantastique pour cela. Donc, l'industrie a besoin de ceci. L'industrie souffre beaucoup aujourd'hui. Vous savez, quand vous engagez des gens, que vous payez des salaires et que vous avez des attentes, que ces gens travaillent avec le public doit être respecté dans ses rapports avec l'industrie, avec les magasins. Vous allez acheter quelque chose, il faut qu'il y ait de l'échange, il faut qu'il y ait donc il y a des principes qui doivent être amenés. Il y a des nouveaux modes de mesure qui doivent être intégrés. Et ce n'est pas facile de faire comprendre à des présidents ou des vice-présidents de compagnie que, effectivement, on peut utiliser telle science et qu'on peut vérifier par telle science les mesures et les aptitudes de certains individus. Et nous sommes arrivés à un point dans la province de Québec où nous avons besoin de ceci. En Europe, ça se fait. Aux États-Unis, ça se fait. Du côté des médecines douces, chromothérapie, acupuncture... Bon, regardez les médecines douces, regardez... La médecine est en voie d'évolution. Elle est en voie d'évolution. Elle est en voie de perdre son pouvoir patriarcal. Elle va maintenir son mouvement global, institutionnel. Les médecins s'individualisent. Les médecins aujourd'hui, les jeunes médecins aujourd'hui n'ont plus l'orgueil du médecin d'antan. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus près de la démocratisation de l'esprit qu'il y a 25-30 ans. Donc, ces jeunes médecins-là ne sont pas intéressés à être bernés. Parce que l'idée que ce que nous enseigne l'université, c'est final, c'est dépassé. Le monde est en voie d'évolution, la télévision, les journaux, toute l'information qui vient dans le monde. Donc, ces jeunes médecins, ils ont l'oreille, ils regardent, sont venus des sciences comme l'acupuncture de l'Orient, sont venus d'autres choses. Et il faut que ces sciences se perfectionnent, s'ajustent, je dirais même se purifient dans ce sens qu'elles se scientifisent pour que la médecine traditionnelle puisse les absorber, parce que la médecine doit se prémunir, empêcher que la masse soit charlatanisée. C'est très facile, vous savez. C'est très facile. Et je sais très bien, et j'ai rencontré dans mon expérience des gens qui travaillent dans le domaine des médecines douces, des médecines parallèles, tout ce qui est marginal. Et j'ai vu beaucoup d'astralisation. J'ai vu des gens donner des pilules ou des médicaments à des gens par centaines de dollars. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de système. Un médecin, il est supporté par son système. Sa vie financière n'est pas mise en danger. Il n'est pas en survie. Mais vous avez ce petit bonhomme-là qui est en survie, qui est tout maigre, qui est tout vert, qui vend des pilules de santé et qui a de la misère à se nourrir. Qu'est-ce qu'il va faire là? Au début, oui. Au début, il va être spirituel, il va vouloir aider l'humanité. Mais qu'est-ce qu'il va faire après 10 ans? Il va vouloir survivre, il va vouloir vivre. Et c'est là qu'on voit de l'abus. Les gens qui font des passes magnétiques,
$75 pour se faire passer les mains sur le corps. Ça dépend où. Oui, puis encore, ça dépend où, oui. Mais admettons que c'est sur le corps. Là, ça dépend d'où, ça fait partie de vos glenneries. Moi, je ne pense jamais si loin que ça. Mais c'est beaucoup d'argent, vous savez. Et le pire, c'est que qui va aller vers ces gens? C'est le petit bonhomme intuitif, sensible, naïf, spirituel. Pas moi, peut-être pas vous, mais les gens là qui ont un mal. Là. C'est ça ma. Vous parlez de ma guerre. Quelle est ma guerre? Ma guerre, elle est contre l'abus ésotérique, occulte de l'homme par l'homme, spiritualisé. Elle est ma guerre. Et je sais beaucoup plus que personne le danger que vit l'homme par rapport à ces individus qui n'ont pas suffisamment intégré leur énergie, qui ont des voiles et des illusions et qui ont de bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Comme aussi, à l'inverse, un système peut devenir pavé de bonnes intentions et astralisé. Oui, effectivement, c'est le mouvement. C'est le mouvement de l'esprit vers la matière, c'est la descente de la vibration, c'est la perte de la lumière, c'est la perte de l'intelligence. Et tout ceci est comme ça. Combien de personnes ont commencé des choses avec une bonne intention et ils se sont retrouvés des années après, boum, parce qu'ils n'ont pas été capables de supporter cette énergie. Elle a été spiritualisée, elle a été voilée, elle a été illusionnée. Il faut être très conscient pour supporter la conscience. Donc, pour revenir au travail que vous faites, ce que vous amenez dans le public, les gens, si on prend un conseil de ma personne par rapport à ce que vous faites, c'est que les gens vous prennent avec un grain de sel, que les gens vous prennent relax, que les gens voient ou intuitent ce que vous voulez dire, mais que les gens ne vous prennent pas avec les mots comme si c'était catégorique, parce que sinon, ils vont demeurer accrochés à vos idées, à vos paroles, et ils ne pourront jamais s'accrocher à eux-mêmes, et vous finirez, d'une façon ou d'une autre, par être suivis par un grand nombre de personnes qui ne seront pas capables d'entrer dans leur identité. Et un jour, vous-même, vous aurez besoin d'aller plus loin dans vos explications, dans votre savoir, dans le public. Vous ne pourrez pas indéfiniment jouer le clown. Vous ne pourrez pas indéfiniment jouer de la glennerie. Vous êtes jeune, vous avez la force, vous n'avez pas la responsabilité psychique que moi j'ai, donc ça vous donne de l'espace. Mais viendra un temps, et je peux vous le dire aujourd'hui, quand va venir ce temps, où vous serez obligé de passer à un autre niveau. Mais vous aurez fait ce que vous aurez fait, aura été expliqué la conversion de vos idées en énergie dans le public, permettant aux gens d'aller plus loin que le mode que vous avez utilisé pour les amener à voir plus loin. Donc, le public, en tout cas vu de ma personne, vu à travers mes yeux, le public est toujours une entité collective fragile, délicate. Aimer le public, c'est l'amener à sortir de son esprit public. Ça, c'est aimer le public. Pas entretenir son esprit public indéfiniment, puis indéfiniment, puis indéfiniment, comme font les stars d'Hollywood. C'est le sortir de son esprit public. Effectivement, il faut aller au début dans le public parce que les hommes sont dans le public. Mais tu les sors lentement. Donc, avec les années, tu as des individus qui sont un nouveau public, un autre public, mais avec lesquels tu peux faire des choses d'un autre ordre que tu ne pouvais pas faire avant. Donc, les gens qui sont dans le monde, qui travaillent surtout dans le domaine que vous travaillez, doivent être aimés, doivent être protégés. Ils ne peuvent pas, eux, se protéger. Vous imaginez un homme comme moi qui a la parole comme je l'ai? Un homme ne peut pas se protéger contre ma parole. Je la fais vibrer comme je veux. Je suis un maître de la parole. Donc, il faut que cette protection vienne de ma personne.
Donc, il faut qu'elles viennent d'un centre qui n'est pas fondé sur l'orgueil. Il faut qu'elles viennent d'un centre qui est totalement centrique, c'est-à-dire uni à la source. Il faut qu'elles viennent d'un centre qui a vu les différents miroitements de l'astral et passer à travers. Ensuite, l'homme peut aider l'homme. Et c'est ce qui va se passer au cours des générations. Nous dirons des choses, nous écrirons des choses dans le domaine de la politique, de la science, de la ci ou de ça. Et les hommes verront finalement qu'il y a sur la terre des hommes qui voient loin, mais au moins ils seront arrivés à un niveau d'identité qui leur permettra de ne pas prendre les paroles pour la forme, mais de regarder derrière. Parce que je suis absolument assuré que les grandes choses de la vie, les grandes réalités de l'invisible, la grande particularité des mondes parallèles, la belle conversion de son énergie mentale, ça, c'est aimer le public. Sinon, nous sommes simplement des philosophes, des ésotéristes, des occultistes, des gens qui parlent, des gens qui vivent une certaine adulation, un certain respect. Ça mène à l'abus de pouvoir. Et l'homme conscient a une très grande responsabilité par rapport à la masse humaine. On ne peut pas sortir le monde, les individus dans la masse et les mettre à froid. Il y a des gens qui sont dans la religion. Il faut respecter leur religion. Lentement, selon leur propre pulsion, les amener à voir plus loin. En ne jamais, comment est-ce qu'on dit ça en français? En ne jamais détruisant la religion. Parce que si eux sortent de cette forme qui n'est plus pour eux utile, parce qu'ils sont allés plus loin, il y a des millions qui n'ont besoin. C'est la même chose pour la science. Il y a une science, nous devons regarder la science d'une façon objective, surtout les sciences comme la médecine. Il faut regarder la médecine d'une façon objective et voir ce que la médecine a fait et voir ce que d'autres médecines feront sans jamais dire « Ah ben, tu devrais pas aller dans la médecine classique, tu devrais aller dans la médecine aux herbes. » Tu peux faire une erreur parce que le type, s'il ne va pas à la médecine classique quand il a une hémorragie, c'est fini, hein? Donc, la médecine classique a des facultés que la médecine homéopathique n'a pas. Donc, chaque médecine a sa fonction, elle a son rôle. Il faut avoir la capacité d'objectiver notre mental par rapport au rôle de chaque sphère d'activité humaine. Même chose pour les gouvernements, même chose pour les hommes politiques, même chose pour les politiciens. Il faut voir la fonction. Il a fallu voir la fonction de Trudeau, il a fallu voir la fonction de l'évêque. Donc, ceci demande une dépolarisation du mental. Ça demande du discernement et plus tard, ultérieurement, de la grande lucidité qui permettra à l'homme de regarder n'importe quoi dans le monde et avoir une objective réalisation et mesure de ce qu'il voit. Et en même temps, une objective mesure de ce qu'il peut dire de ce qu'il voit. C'est ça, l'intelligence supramentale. Ça dépasse la sagesse. C'est plus grand, ce sera plus grand que la sagesse. Parce que la sagesse a été l'intelligence du cœur. L'intelligence supramentale sera l'intelligence de l'esprit. Ce sera la collaboration étroite entre l'ego et l'esprit, sa source. Ce sera extraordinaire. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va décrocher comme ça parce que, à travers une méthode, il n'y a pas de méthode pour l'évolution de la conscience supramentale. Elle ne fait pas partie de l'évolution. Donc, il y a du monde placé dans le monde, vous et d'autres, qui amènent petit à petit ces masses humaines à voir plus loin, en utilisant les différentes formes qui font partie de leur personnage, de leur personnalité, de leur vibration. Si vous étiez sérieux comme moi, vous ne pourriez pas faire vos conneries. Si j'étais comique comme vous, je ne pourrais pas donner les chocs que je crée dans mes séminaires. Donc, chacun sa vibration. Mais entre deux hommes qui ont une certaine conscience, toujours le respect de ce que l'autre fait, là, il y a dialogue, il y a échange. Si nous multiplions les facettes de ces entrevues avec d'autres personnes, nous pourrons créer dans la province de Québec des colloques absolument extraordinaires qui seront instantanément arrêtés s'il y avait la moindre pointe de l'orgueil. Voilà. C'était Bernard de Montréal, dernière rencontre en public, mai 1989. C'est là-dessus qu'on se dit bonjour, tout simplement. C'est la dernière fois que vous avez vu Bernard avec Glenn devant du public. Les prochaines fois, ce sera en studio de télévision ou, comme il vient de dire, dans des grands colloques, peut-être même plus internationaux que ça. Bon retour à la maison. Bye-bye.
Mm-hmm.